Montre et Mystère se pose la question de savoir pourquoi le luxe est l'atout de la haute horlogerie. À l'image de l'or flammé, où la maîtrise du feu au degré près est nécessaire car les couleurs changent selon des températures bien précises, eh bien la porcelaine s'invite aussi dans les cadrans. Et pour transmettre tous les savoirs de ces métiers d'art, il existe depuis quelques années en Suisse le campus genevois de haute horlogerie. Bonjour et bienvenue dans Montre et Mystère, je suis Guillaume Larry, journaliste en compagnie d'Alexandre Bouchard, vendeur d'élite de montres de luxe. Alors Alexandre, les métiers d'art sont-ils forcément l'atout luxe de la haute horlogerie ? Forcément, je ne sais pas, mais ils le sont devenus. Donc ça, c'est très important en fait de regarder dans la haute horlogerie et l'horlogerie. C'est-à-dire que le luxe est comme un accordéon avec différents niveaux. Et il faudra distinguer, on va dire, petit luxe et grand luxe. Dans le grand luxe, c'est là que tu vas avoir ces nouveaux codes qui reviennent avec l'artisanat, des nouveaux ouvrages, entre guillemets, des ouvrages de très haut niveau. Réalisé par des mains d'or, des artisans qui ont ce savoir-faire, cette technicité qui est inégalée dans le monde. Donc, parfois, il y a certaines pratiques qui sont seulement faites par des gens qui savent peindre, par exemple de la micro-peinture. Donc, ils sont capables avec, on va dire, un microscope de faire des figurations. On va avoir des gens qui vont te faire du micro-puzzle en bois. Tu vas avoir justement une scène avec un tigre. Et ben, il y a plein de découpages de petits copeaux de bois qui s'ajoutent les uns aux autres. C'est ce que sait faire parfaitement Patek Philippe. Tu vas avoir ce qu'on appelle aussi l'émail grand feu. Alors, l'émail grand feu, faut comprendre, émail, c'est la couleur. On cherche absolument à avoir la couleur blanche, la couleur la plus pure. Grand feu parce qu'on passe au four. Et là, il faut atteindre une température qui est de 800 degrés, sinon ça casse. Alors effectivement, la précision pour obtenir quelque chose au micron près. Raconte-nous, c'est quoi la panoplie justement du parfait horloger ? On a l'image en tête qu'il a un petit microscope dans l'œil et puis il fonctionne sur une petite table. Raconte-nous comment ça marche. Alors quand il est devant son établi, donc c'est le nom de la table, où il est positionné. En fait, il est positionné au niveau de ses épaules. Tu vois, on le voit en train d'assembler sa montre avec les Bruxelles, c'est-à-dire les pinces, comme des pinces à épiler, où il va pouvoir manipuler. Il va avoir tout son kit, par exemple de la marque Bergeon, qui est très connu, qui fait des très bons outils pour assembler, réparer, repasser une montre, c'est-à-dire s'assurer de son bon fonctionnement après sa production. Donc il y a plein de possibilités. Derrière, en fait, quand il va fabriquer une montre, alors au-delà de la mécanique, il va faire des finitions, des décorations. Là, il va utiliser donc des lames, alors avec des noms complètement différents. Il va rentrer justement dans une autre logique de l'horlogerie, qui est le métier d'art. Et ce métier d'art, en fait, va venir utiliser les techniques d'orfèvre. On va venir creuser des sillons, faire apparaître des fleurs, des animaux, tu vois, comme on savait faire au XVIIIe siècle parfois. On met aussi au goût du jour, on s'amuse aussi à faire de nouvelles formes et décors. Tu vois, je pense à la marque Louis Moinet qui à un moment donné s'est amusé à faire la mise en avant d'une pyramide Inca. Avec du jade tout en haut, parce que ça avait une valeur à l'époque. Donc on va jouer avec les matières. En fait, on joue beaucoup plus avec les matières, avec le décor. On s'amuse en fait à pouvoir mettre ce qu'on appelle des émaux, les couleurs. On va utiliser aussi des matières inattendues. Par exemple, une matière qui sort un peu de ce univers-là, ça va être de la météorite. Donc tu as plein de possibilités. Donc vraiment, c'est parti, on va dire carte blanche. Montrez-nous qu'on est exceptionnel. Et c'est ça en fait cette valeur ajoutée des métiers d'art en horlogerie. Alors toi qui connais bien l'envers du décor, l'horloger quand il travaille face à son établi, comment fonctionne son atelier ? Est-ce qu'il est tout seul dans une petite alcôve, une pièce à l'abri de la lumière ? Raconte-nous. Ces horlogers-là sont choyés. En fait, ils ont besoin de plusieurs choses. Déjà du calme. Et d'être détendu et d'avoir du temps, parce que si tu veux, quand tu atteins l'exception, tu vas avoir un très beau résultat. Donc il faut pas te rater sur la pièce. J'étais allé voir Watches and Wonders, donc le grand salon qui est à Genève, et j'étais passé justement dans un atelier Gégère Lecoutre, et il y avait une personne justement là qui était en train de montrer comment ils appliquaient donc cette poudre de porcelaine pour faire, on va dire, une sorte de mosaïque, avec une figuration géométrique. Et nous expliquait qu'ils étaient trois, il fallait être calme,
Parfois, il se ratait sur la cuisson. Il fallait pas trop se rater parce que il y avait un cahier des charges à suivre et puis il faut vendre. Hein, voilà, il y a pas trop de ratage. Mais qu'au fur et à mesure, voilà, il s'améliorait. Donc derrière, tu vas avoir des gens qui vont aussi te faire des micro-sculptures, des micro-gravures. Donc il a un microscope, il va te faire une statue, mais à une échelle infime. Donc t'imagines bien qu'il peut pas avoir un tremblement de terre à côté, une porte qui claque. Voilà, beaucoup de calme, beaucoup de sérénité, et c'est comme ça que le talent s'exprime. Pour faire une montre de luxe, en moyenne, ça prend combien de temps à un artisan horloger? Ça dépend vraiment alors de la montre, mais je pense à 300 heures. Tu vois, par exemple, je pense il y a des montres, par exemple, qui vont sortir en 300 heures. Il y a eu à un moment donné une enquête sur la sortie des justement en fonction des maisons, quelle était leur moyenne. Ça varie vraiment si derrière, tu vois, si c'est tout fait entièrement par un horloger maison. Je pense à Philippe Dufour, tu vois, qui est un indépendant et qui sait tout faire et qui œuvre justement à conserver les métiers. Tu en as d'autres, par exemple, qui développent le calibre simplement, et qui après vont faire développer par d'autres manufactures sous-traitantes le boîtier de la montre, c'est-à-dire la partie qui va accueillir le calibre, hein, le moteur de la montre. D'autres qui vont faire aussi des bracelets. En fait, elles n'ont pas le temps ou le savoir-faire, donc elles vont venir sous-traiter. Et derrière, tu te dis, bah, vous avez créé quoi concrètement? Si c'est que le calibre, tu vois, dans cette montre-là, alors que si à la fin, tu as une logique d'assemblage et on fait un cumul des heures dedans, est-ce que tu peux dire que la montre est entièrement faite par la manufacture? À toi de voir. Je te laisse la clé de lecture. Maître horloger, ça peut gagner combien par mois? Alors, maître horloger, il y a maître horloger et maître horloger. C'est-à-dire que tu as maître horloger qui détient sa propre entreprise. Alors là, je lui souhaite tout le succès du monde. Hein. C'est le cas justement des nouveaux entrants, nouveaux indépendants, où ils vont te vendre leur montre à 20 000 euros, 30 000 euros. Puis après, ça part aux enchères. Donc, si tu veux, là-dedans, lui, il va toucher une partie de son argent. En fait, il est juste chef d'entreprise, mais avec des objets à valeur ajoutée. Mais n'oublie pas que ils achètent de l'or parfois, ils achètent du platine. Ça met du temps à venir. Donc, en fait, c'est pas comme s'ils gagnaient, ils devenaient millionnaires du jour au lendemain. Ils le deviennent, c'est sûr. Mais voilà, ils ne sont pas Crésus. De l'autre côté, tu vas avoir des horlogers qui, eux, donc, vont avoir une spécialité. Ça va être le cas, par exemple, je pense aussi bien à la répétition minute en termes de technicité que un savoir-faire comme tu vas avoir le tourbillon. C'est vraiment très précis, tu vois. En fait, tu vas monter en termes de niveau. À un moment donné, bon, tu es très bien rémunéré. Ça dépend aussi de ton talent, de ton histoire, de quelle maison tu es passé. Ils succèdent à des horlogers qui les ont formés. Si tu veux, c'est une logique de maître. Hein, on est dans la corporation. Donc, ils vont être rémunérés entre 10 000 à 20 000 francs suisses. Et encore, hein, tu vois, tout est négociable. C'est à peu près la même chose en euros, hein, 10 000 à 20 000 euros. Et ces gens-là, après, imagine que parfois, tu vas avoir 3 mecs qui savent faire telle complication. Donc, à un moment donné, là, tu te dis, je suis obligé de le rémunérer parce que la montre qui va sortir, si elle sort à 150 000 euros, voire plus, en millions, bon, bah, à un moment donné, il va falloir quand même payer le concepteur. Je te posais la question de la rémunération, puisque peut-être que certains ou certaines des personnes qui nous écoutent en ce moment ont envie de se diriger vers ce type de métier. Il existe notamment le campus genevois de haute horlogerie qui permet de former justement des artisans à l'exceptionnel. Oui, bah en fait, donc ils vont suivre une formation où ils vont se spécialiser en fait donc dans les métiers d'art, ils peuvent le faire. À côté, il y a l'horlogerie. De toute façon, on va dire que là-bas, c'est un foisonnement de carrières possibles en termes de formation horlogère, qui soit simplement horloger, réparateur, voilà. Et puis après, ils vont être potentiellement concepteurs. En tout cas, ils vont travailler pour des manufactures, des maisons. Après, il y a une autre partie qui sont les métiers d'art, où là, tu vas avoir le BMA, le brevet des métiers d'art, où là, ils vont apprendre des façons de faire, du savoir-faire. Hein, c'est-à-dire qu'ils vont aller au-delà ça peut être de la micro-peinture, où ils vont apprendre ils vont savoir dessiner, mais après il faut savoir dessiner sur 5 cm de diamètre, tu imagines. Tu vois, par exemple, quand on te dit, et encore je suis gentil, hein, ils peuvent faire plus petit, il y en a qui vont savoir sculpter à une échelle, alors j'ai envie de dire comme ça pour la tête des gens, mais nanométrique, c'est pas le cas, mais c'est pour te dire que c'est infime. À un moment donné, tu vois, tu as une montre qui s'appelle l'Excalibur de la marque Roger Dubuis, où au niveau des index, donc les marqueurs de l'heure, ils vont avoir les chevaliers de la table ronde. Et quand tu les regardes au détail, donc ils sont faits de manière géométrique, hein, donc il y a les angles, tout ça, un peu comme, je crois que c'est Kandinsky, ou comme ça, celui qui fait le gorille couleur bleu ou rouge, voilà, qui est un artiste. Il y a à peu près ce même format-là, et c'est tout petit. On va avoir, je pense aussi, en termes de création, alors une montre exceptionnelle qui a été faite par Jacques Hédreau, voilà, qui est une des maisons emblématiques au niveau des finitions et des métiers d'art.
qui a travaillé notamment en collaboration avec John Ho, qui est celui qui a fait les dessins pour le Seigneur des Anneaux, et notamment Smaug pour le The Hobbit. Et en fait, ils ont fait le dragon avec tout un côté mécanique où il y a les anneaux du dragon qui se meuvent, mais derrière il y a une labradorite, il y a toute une finition artistique au niveau des écailles, on voit la langue qui bouge, il y a de la peinture. Donc tout ça, tu imagines, il faut avoir une formation précise. Donc derrière, c'est ces carrières-là qui vont apparaître, on va dire, après cette formation-là. Mais on aura l'occasion de faire un épisode spécial sur le cursus dans les prochains épisodes qu'on vous proposera dans Montre et Mystère. Montre et Mystère touche à sa fin. Cher Alexandre, y a-t-il encore une chose à savoir ? Oui, c'est que le métier d'art a notamment permis de sauver des manufactures. Je pense notamment à, je citais Jacques Hédreau. Et Jacques Hédreau, en fait, était un peu une maison qui fonctionnait. En tout cas, elle avait des marchés précis, très appréciés par les Russes et les Japonais. Et finalement, pour ces modèles, on va dire, accessibles, ça fonctionnait pas autant qu'ils l'espéraient. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont complètement changé, on va dire, de vision, avec le PDG qui a tout changé. C'est-à-dire que désormais, ils travaillent qu'avec leurs 100 meilleurs clients et tu peux suivre de A à Z ta montre. Tu vois, c'est-à-dire que tu t'impliques dans le projet de la création de ta montre. Le calibre est déjà fait, donc le mécanisme est là. Mais si tu dis, tiens, j'aimerais bien que vous me fassiez tel dessin, là je voudrais que ça soit de tel côté, tel angle, là on va mettre telle couleur, c'est possible. Et tu peux suivre ça même à distance, tu utilises des applications. Tu vois, c'est vraiment comme si tu pouvais être, imaginons que tu vis aux États-Unis, tu pouvais passer en un instant à côté de ton horloger qui est en train de te fabriquer ton process. Et donc tu peux vraiment avoir du sur-mesure réel. Montre et Mystère, c'est terminé. La prochaine fois, nous vous emmènerons sous le soleil et surtout sur les étoiles d'Hollywood. De James Bond à John Wick, en passant par American Psycho, tous ont leur montre préférée. C'est ce que nous verrons lors de votre prochain épisode Montre et Mystère. C'était Alexandre Bouchard et Guillaume Lariche. On vous dit à bientôt.